Dans la section 4.3, on a mis en évidence le deuxième effet relativiste, la contraction des longueurs, en analysant la même situation qu'à la section 4.2, le croisement de l'Altaïr et du Bellatrix. Donc, on se pose la question, quelle est la longueur de l'Altaïr? On sait déjà que d'après Albert et Archibald, dans l'Altaïr, le vaisseau mesure 9 km. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour Béatrice? Voyons la situation du point de vue de Béatrice. Alors, on sait que Béatrice fait une expérience. Elle lance un photon qui fait un aller-retour et elle le reçoit 40 microsecondes plus tard. Et pendant ce temps-là, l'Altaïr va exactement à la bonne vitesse pour que on passe de la situation où Albert est vis-à-vis Béatrice à la situation où Archibald est vis-à-vis Béatrice. Donc, l'Altaïr s'est déplacé de sa longueur en 40 microsecondes, d'après Béatrice. Maintenant, on sait que l'Altaïr va à 0,6 c par rapport au Bellatrix. On a déterminé la vitesse relative entre les deux vaisseaux à la section précédente. Donc, si ça a pris 40 microsecondes pour que le vaisseau se déplace de sa longueur à 0,6 c, la longueur du vaisseau vaut tout simplement la vitesse multipliée par le temps, c'est-à-dire 7,2 km. Alors, on remarque que d'après Béatrice, le vaisseau est plus court que d'après Albert, et si on fait le rapport entre les deux longueurs, on obtient 1,25, qui est le même facteur gamma qu'on a obtenu à la section précédente pour décrire la dilatation du temps. Alors, ça nous permet d'exprimer le deuxième effet relativiste sous la forme L égale L0 sur gamma, où L0 est la longueur propre d'un objet, c'est-à-dire la longueur mesurée par les observateurs qui sont immobiles par rapport à l'objet. Dans ce cas-là, l'objet, c'est l'Altaïr, et les observateurs immobiles par rapport à l'Altaïr, ce sont les observateurs du référentiel A, Albert ou Archibald. Donc ici, L0 vaut 9 km, et la longueur, d'après Béatrice, est contractée, vu que gamma est plus grand que 1, L est toujours plus petit que L0, on a donc bel et bien une contraction des longueurs. On peut montrer que cette contraction n'opère pas selon les trois dimensions de l'espace, seulement selon la direction de la vitesse. Alors par exemple, ici, si on a un super-héros qui vole à l'horizontale, à grande vitesse, la contraction va opérer dans le sens de son mouvement, mais il va garder la même largeur et épaisseur selon les dimensions perpendiculaires. Le fait que seule la dimension de l'objet le long de la vitesse est modifiée par la contraction des longueurs fait en sorte que, dans la section précédente, lorsqu'on avait analysé le croisement de l'Altaïr et du Bellatrix, on n'a pas eu besoin de considérer la contraction des longueurs, ce qui était une bonne chose vu qu'on ne l'avait pas encore présenté. Par exemple, du point de vue de Béatrice, vu que son vaisseau est immobile d'après elle, c'est clair qu'il n'y a pas de contraction des longueurs. Et quand on analyse la situation du point de vue de l'Altaïr est immobile, donc il n'est pas contracté, et le Bellatrix n'est pas contracté dans la dimension perpendiculaire à son mouvement, donc ça ne modifie pas les longueurs dans la situation qu'on a étudiée. Dans cette section, vu que souvent ça prend des grandes vitesses pour mettre en évidence les effets relativistes, on va souvent avoir de très longues distances ou longueurs à considérer. Et dans ce cas-là, c'est intéressant, dans plusieurs situations, d'utiliser l'année-lumière comme unité de mesure. Alors, une année-lumière, par définition, c'est la distance parcourue à la vitesse de la lumière dans le vide, c'est pendant un an. Alors, un an, si on le transforme en secondes, à partir du nombre de jours par année, du nombre d'heures dans une année, du nombre de minutes dans une heure et du nombre de secondes dans une minute, on obtient 3,156 par 10 à la 7 secondes. Si on multiplie par la vitesse de la lumière en mètres par seconde, on obtient 9,46 par 10 à la 15 mètres. Mais c'est aussi intéressant de se rappeler qu'une année-lumière, c'est tout simplement une année fois c. C'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite. Maintenant qu'on a vu les deux premiers effets relativistes, la dilatation du temps et la contraction des longueurs, c'est intéressant de considérer un problème concret. On s'intéresse dans la situation 3 de la section 4.2 au voyage d'un astronef entre le Soleil, le système solaire, et le système de Proxima du Centaure. On donne la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure comme étant 4,22 années-lumière, et on mentionne que le temps que prend le voyage d'après les passagers de l'astronef vaut 3 ans. Alors, si on transforme en mètres et en secondes, ça donne les valeurs qui sont indiquées ici. Et on cherche à quelle vitesse l'astronef se déplace dans cette situation. On est en présence de deux référentiels. On va considérer que le Soleil, Proxima du Centaure, font partie du même référentiel qu'on va appeler le référentiel de la galaxie.
Bon, les étoiles dans la galaxie se déplacent à de légères vitesses les unes par rapport aux autres, mais elles sont négligeables du point de vue de la relativité. Donc, on peut imaginer que toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel sont à peu près dans le même référentiel. Et évidemment, on va voir le référentiel A de l'astronef. Alors, on sait que la vitesse, c'est simplement le déplacement divisé par l'intervalle de temps, lorsqu'on se déplace à vitesse constante, comme c'est le cas ici. Mais il faut faire très attention ici. On a une distance et on a un temps. Et on pourrait se dire tout simplement, on va diviser la distance par le temps et ça va nous donner une vitesse. Mais le problème en relativité, c'est que les distances et les temps ne sont pas les mêmes dépendamment des référentiels. Et dans ce cas, la distance qui est donnée, vu qu'on dit qu'il y a 4,22 années-lumière entre le Soleil et Proxima du Centaure, c'est clairement une distance du point de vue du référentiel de la galaxie, tandis que le temps qu'on donne, c'est du point de vue de l'astronef. Alors, si on fait le rapport dg sur TA, on obtient quelque chose qui est en mètres par seconde, mais qui ne correspond à absolument rien dans cette situation. Alors, dans les problèmes de relativité, on utilise très souvent la relation vitesse égale déplacement sur intervalle de temps, mais chaque fois qu'on l'utilise, il faut faire très attention de prendre un déplacement et un intervalle de temps dans le même référentiel. C'est sûr que la vitesse, ici, c'est soit la vitesse de l'astronef par rapport aux étoiles dans la galaxie, ou du point de vue de l'astronef est immobile et c'est la vitesse des étoiles de la galaxie par rapport à l'astronef. Donc, on va avoir deux façons de calculer la vitesse. On pourra faire soit dg sur tg ou dA sur TA. Donc ici, il faut transformer une des deux valeurs avant de pouvoir calculer la vitesse. La distance, on l'a dit, 4,22 années-lumière, c'est dans le référentiel de la galaxie, et c'est la distance propre entre le Soleil et Proxima du Centaure. Ce sont les gens dans la galaxie qui sont immobiles par rapport aux étoiles de la galaxie, donc cette distance-là est une distance propre pour les gens dans la galaxie. Donc, on pourrait utiliser la contraction des longueurs. On voudrait avoir dA, donc on peut dire que la distance parcourue d'après l'astronef, c'est la distance d'après la galaxie divisée par gamma. Ou bien, on pourrait y aller par le temps. Ici, ça vaut la peine de clairement identifier quels sont les événements qui nous intéressent. L'événement E1, c'est l'astronef quitte le Soleil. L'événement E2, c'est l'astronef arrive à Proxima du Centaure. Et on peut se poser la question, qui mesure le temps propre? Donc, quel observateur est là aux deux événements? C'est clairement l'astronef. Donc, le TA qu'on donne ici, c'est le temps propre, la durée propre du voyage. Et on pourrait utiliser la dilatation du temps pour trouver le temps d'après la galaxie, qui va être plus grand que le temps d'après l'astronef, d'un facteur gamma. Ensuite, on a l'embarras du choix. On peut faire dg sur tg, donc dg sur gamma TA, ou dA sur TA, donc dg sur gamma sur TA. Mais on voit qu'on obtient, dans les deux cas, le même résultat. V gamma égale dg sur TA. On peut remplacer les chiffres et ensuite isoler la vitesse. Remarquons, avant d'aller plus loin, que ici, c'est la galaxie qui mesure la longueur propre et c'est l'astronef qui mesure le temps propre. En général, dans un problème de relativité, ce n'est pas le même référentiel qui mesure la longueur propre et le temps propre, donc il faut à chaque fois faire le raisonnement. Donc, on veut utiliser l'équation V gamma égale dg sur TA. Si on transforme les données en mètres et en secondes, on peut faire le rapport. Et ensuite, on va être obligé de traîner un gros chiffre avec un exposant 10 à la 8, ce qui risque d'entraîner des erreurs de calcul. C'est plus simple ici d'utiliser les données brutes, 4,22 années-lumière et 3 ans, et d'exprimer qu'une année-lumière, c'est 1 an fois c. Donc, on est capable d'obtenir le rapport tout de suite 1,407c, d'envoyer le c en dessous, d'exprimer gamma en fonction de la vitesse, vu qu'on veut isoler la vitesse. Et ici, on a de l'algèbre, vu que la vitesse apparaît à deux endroits. On va d'abord introduire le c dans la racine carrée, ça devient c carré, donc ça fait c carré moins v carré. Ensuite, mettre au carré des deux côtés pour faire disparaître la racine carrée. Ramener ce terme-là en haut, isoler tous les termes en v carré du même côté, et finalement résoudre pour obtenir 0,815c. Donc 81,5% de la vitesse de la lumière. On a trouvé la vitesse qu'on cherchait, mais ça vaut la peine de comprendre ce qui se passe du point de vue de chaque référentiel en détail. Alors on peut calculer à la vitesse qu'on a obtenue que gamma vaut 1,726. Si on se place dans le référentiel de la galaxie, on nous donnait la distance d'après la galaxie, 4,22 années-lumière. Et vu qu'on connaît gamma, on peut calculer le temps d'après la galaxie comme étant gamma fois TA. TA était donné 3 ans. 5,18 ans. Et si on fait le rapport
4,22 années-lumière sur 5,18 ans, ça donne 0,815C. Si on allait à la vitesse de lumière, on parcourait 4,22 années-lumière en 4,22 années, mais vu qu'on va à 80% de la vitesse de la lumière, c'est logique que ça prenne un peu plus que 5 ans. Si on se place plutôt dans le référentiel de l'astronef, on connaissait le temps, 3 ans, et on peut calculer la distance d'après l'astronef en prenant la distance qui était donnée d'après la galaxie, et à cause de la contraction des longueurs, on divise par gamma, et on obtient 2,445 années-lumière. Si on divise cette distance par 3 ans, on obtient aussi 0,815C. Donc, pour l'astronef, la distance à parcourir valait 2,445 années-lumière. Et vu que, si on veut, l'astronef est immobile, c'est la galaxie qui se déplaçait à 0,815C, c'est logique qu'à 80% de la vitesse de la lumière, ça prenne 3 ans pour parcourir 2,445 années-lumière. C'est intéressant ici de remarquer que même si la lumière prend 4,22 années pour voyager entre le Soleil et Proxima du Centaure, dans le futur, si on a des vaisseaux spatiaux qui peuvent voyager à des fractions appréciables de la vitesse de la lumière, ce sera possible de se rendre du système solaire au système de Proxima du Centaure en moins de 4,22 années, temps du vaisseau. Du point de vue des terriens, évidemment, il se sera passé plus que 4,22 années. La raison pour laquelle les passagers n'ont vieilli que de 3 ans pendant le voyage, c'est que le temps était ralenti dans le vaisseau par un facteur gamma relativement important. Mais si on se place du point de vue des gens dans le vaisseau, l'écoulement du temps leur semblait complètement normal. Si on veut, toute la physique dans le vaisseau était ralentie par un facteur 1,726. Donc, la raison que le voyage a duré 3 ans, c'est pas parce que leur temps était ralenti, c'est plutôt parce que la distance à parcourir, finalement, n'était pas de 4,22 années-lumière, elle était seulement de 2,445 années-lumière. Donc, c'est intéressant de remarquer qu'en relativité, on se considère toujours normal et on considère que c'est pour l'autre référentiel qui se passe des effets inhabituels. Par exemple, pour la galaxie, la distance était normale, mais le temps était ralenti dans le vaisseau, et c'est pour ça que les passagers ont seulement vieilli de 3 ans, tandis que pour les gens dans l'astronef, le temps dans l'astronef était normal, mais c'est les distances dans la galaxie qui ont été modifiées pour faire en sorte que le voyage, finalement, était moins long que s'il n'y avait pas eu d'effet relativiste.